L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Liquidation 125+, qui est une magnifique compagnie québécoise de vente de produits au détail en ligne et ont aussi un magasin physique à Rawdon. Dans le fond, Liquidation 125+ rachète les plus grands détaillants au Québec et vous revendent les produits au meilleur prix. Je suis un assez bon acheteur compulsif en ligne, je magasine souvent en ligne et je peux vous garantir qu'il n'y a pas un site qui bat les prix de Liquidation 125+. Que vous vouliez aller en camping, acheter des cadeaux pour vos amis, pour vos enfants, de l'électronique, peu importe. Rendez-vous au liquidation125plus.com pour les meilleurs prix au Québec. Un très grand merci à Liquidation 125+ d'être le partenaire officiel du podcast Sportdinaire. Jeff Tremblay au podcast Sportdinaire. À l'écoute. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être sur le podcast. C'est super le fun de pouvoir jaser avec toi. Puis un grand shout-out à Sébastien, mon mentor, qui nous a hook up. Mis en contact, oui. 100%. Qui était un prédécesseur dans le monde du podcast avec son truc From the Broker's Desk. Oui, on est encore en discussion en ce moment, voir où est-ce qu'il s'enligne avec tout ça. Il y a beaucoup d'idées avec ça. En fait, il y a eu 2 gros projets. Il a fait ça, puis après ça, il a fait dans le ring de l'immobilier. C'est vrai. Il était sur la saison 1, je pense. Saison 1, il avait créé ça, puis je sais pas ce qu'il est rendu avec ça, mais bon. C'est plus là. Tu as fait tes marques au niveau de l'immobilier en faisant des flips très payants. Comme j'ai plein de points à aborder autour de ça, mais comme moi, je te connais un petit peu moins en général, on a bond assez rapidement dans nos discussions. Tu es quelqu'un qui est facile à aimer, je pense. Tu es quelqu'un qui est direct, tu es quelqu'un qui est honnête, quelqu'un avec qui la discussion est facile. Parle-moi un petit peu justement comment ça a commencé au niveau des flips immobiliers. Avant tout, est-ce que tu m'offres une canette? Des fois, habituellement, c'est ce que je fais. Je fais mettons 2-3 points. Puis là, je suis comme, hey, by the way, j'ai oublié de t'offrir. Vas-y, hey, qu'est-ce que tu veux boire? Ben, explique-moi tes produits. Fait qu'on a des sponsors au podcast. Okay. On a, of course, ma compagnie Mindblow, qui est les boissons énergisantes avec Nootropic. On a Malco, notre super néon en arrière, qui sont les boissons. Je sais pas si t'es un gars qui consomme de l'alcool à l'occasion. Oui, régulièrement. J'adore ça. Fait qu'on a Sangria, on a bière en arrière ici, mais si tu veux essayer mes produits, c'est Mindblow qui est devant moi. Mais là, je pense qu'on va essayer Mindblow parce que on est sur un podcast par le fondateur de ça. Lequel qui est la meilleure? Présente-moi ça. Mindblow, ça a l'air d'être pété. La originale ici, la grise, c'est elle qui est la plus vraiment boisson énergisante. Fait que si t'aimes habituellement nos compétiteurs que je nommerai pas, tu vas aimer celle-là. C'est un vibe boisson énergisante. Pink limonade, un petit surette en joue, c'est un petit peu différent. Pas tout le monde qui aime ça. C'est une saveur qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui ont. Fraise kiwi, un peu plus sucré, un peu plus douce en même temps. Puis tout dépend de ton vibe. Puis tu as 2 formats. Plus petits pour les moins tolérants ou gros pour comme toi puis moi, je suis sûr. Bon, ben je vais essayer ce qui est égal à et meilleur que la compétition. Moi, j'ai déjà pris une autre ce matin, donc on va en prendre une petite pour te suivre. Est-ce que c'est beau setup de... Désolé, est-ce que c'est un petit peu comme un review de piscine à la... On va goûter. Vas-y. L'odeur... La texture, le fromage. On a les agrumes. On a le supplément. Le supplément, ça rentre. Ça sent un petit peu... Ma blonde, elle a des produits, tu sais, des suppléments, là. Ouais. Puis à chaque fois, ça goûte ce que ça sent. Oui. Mais j'espère que c'est correct. Vas-y. Ben, cheers. Hey, cheers. Merci à toi. On va prendre une petite gorgée. Hey, tabarnak. C'est pas buvable. Non, c'est crissement bon, mais ça me fait rappeler la première fois que j'ai bu du Pepsi. OK. Ça me monte dans le nez. Là. Ouais, c'est très pétillant. Du premier coup. Là. Très pétillant. Fait que, by the way, tu vas être très réveillé pour notre podcast. Tant mieux. Ça prend de l'éveil. J'adore ça. Bon. Raconte-moi ça un petit peu comment tu as commencé techniquement au niveau des flips. Ben, en fait, je suis parti avec le fait que j'étais dans le monde de l'entrepreneuriat. Ma première business, finalement, ça a été d'enregistrer des bands. OK. Il y avait un studio. Puis là, fil en aiguille, rencontrer un partner, s'est mis à faire des événements. Puis là, à un moment donné, on était assis dans notre bureau, puis on a Chris, man, on n'a pas d'avenir. On faisait des shows, mais c'était payant, Chris. Là, okay. On faisait beaucoup d'argent avec ça, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais on était concerned à propos de notre avenir. Qu'est-ce qu'on allait faire? C'est quoi le futur? Ouais. Tu te poses ces questions-là. En fait, on faisait tellement d'argent qu'on n'avait rien à faire dans la journée à part compter notre cash. Puis, à ce point-là? Tabarnak, oui. Mais on faisait plein d'affaires. Mais je dis dans le sens où que ça faisait partie... On avait beaucoup de conversations, moi et lui, sur l'avenir, sur ce qu'on devrait faire, puis la quitte. Puis, genre, c'est pas un milieu où que le monde du spectacle, c'est pas une place que tu te vantes de faire de l'argent. Okay. Et ils font tout à semblant d'être pauvres, mais habituellement, ils ont tout à beaucoup d'argent. Fait que, ça c'est dit, on était ben, Chris, on devrait faire l'immobilier. Tu sais, parce que notre entourage disait, c'est pas une vraie job, ça. Faire des spectacles, avoir un bar, faire ci. C'est comme, tu sais, quand tout le monde te dit ça, surtout ta famille, tu te dis que peut-être c'est vrai ce qu'ils disent. Fait que, on a dit, on devrait faire de l'immobilier. Ça passe aussi ça? Ben, une retraite. T'sais. Puis moi, j'avais mon oncle Claude d'ailleurs, il avait un duplex.
Ça, c'était ma relation avec je possède quelque chose où des gens habitent et que ce n'est pas là où j'habite. OK. Fait que, pour moi, c'était ça l'immobilier. Là, OK. quand tu n'as personne dans ton entourage qui a parlé de ça, qui connaît ça, qui peut. C'était ça que j'avais. T'sais. Fait que un matin, on s'est levé et on a dit ben écoute, on va faire de l'immobilier. Là. Fait que. Puis on avait trouvé un deal au coin de la rue. Là. On est comme, je pense qu'on pourrait faire de l'immobilier avec ça. Genre, fait que là, on approche la madame. On dit, ben nous autres, on voudrait faire de l'immobilier. Puis il y a une pancarte à vendre. Comment ça marche? Elle m'a dit, il faut que tu m'achètes. Bon, OK. Fait que là, d'après moi, ça va prendre de l'argent. Fait que là, on était voir la banque. Puis les autres, ils ont comme un peu ri de nous. OK. T'avais quel âge, pas de J'étais 18-19, 20, alentour de ça. Je l'ai dans mon autobiographie où j'ai refait le recensement de mes affaires. OK. Pour que je recheck, là, j'ai parti par le registre foncier. Parce que des fois, je me fais poser cette question-là, mais je sais pas quoi répondre. Fait que j'étais voir sur le registre foncier, c'était quand la première date de mon achat. Fait que là, je suis arrivé là-bas, puis je me suis fait fourrer par un partner potentiel. OK. Puis finalement, on s'est dit, bon, c'était la base de comment que ça se passe en immobilier. Okay. Fait que là, j'ai acheté après ça, on a spoté un autre immeuble, puis on a rencontré quelqu'un qui nous a mis en contact avec la bonne personne au financement. Puis, tu sais quoi? On a eu notre premier immeuble. Ça a été un 4 logements. Puis, c'était un immeuble délabré avec des locataires récalcitrants. Puis, je me souviendrai encore. On se présente, on fait le tour de la place. Il y avait une madame qui s'appelait Rita, puis t'avais un gars en bas, puis je me souviens qu'il y a un gars qui nous a juste jamais payé. Puis là, on était là, man, nous autres, on fait des événements big, là. On a des doormen, toutes les méchancetés qui peuvent se te passer dans la tête, tu fais comme... Ça, il faut rappeler, là, on était jeunes à ce moment-là. Oui. Là, tu dis non. Là, on va y aller avec le TAL. Fait que 8 mois plus tard, on a eu accès à notre logement. Okay. Puis, j'ai décidé, à un moment donné, de crisser ça à vendre parce qu'on était comme, si c'est ça faire l'immobilier, on veut plus en faire. Ouais. Genre, faire d'autres choses. Pas se faire payer. Post Canada nous envoyait une mise en demeure parce que j'en avais une marche qui était tout décrissée. Post Canada? Ben oui. Depuis toute ma vie d'immobilier, j'ai jamais reçu d'autres mises en demeure de Post Canada. Tu sais, genre, va chier Post Canada. J'espère que vous êtes fait manger par Amazon, Callis. Ah, c'est ça. Bien à vous. Fait que, genre, puis finalement, on s'était fait dire, on était comme, moi et mon partenaire, on était comme, hey man, pour vrai, on fait d'autres choses. Tu sais, genre, ça n'a pas rapport le compte. Nous autres, on est dans des événements, ça va fucking bien nos affaires, on fait de l'argent, on est comme ça, c'est trop. Tu sais, on était comme, tu sais, la première journée que tu la jettes, dans ce temps-là, on finançait tout sur 20 ans, on était comme, yes! T'sais, on encerclait les ronds, dans 20 ans, c'est à moi. Puis là, on était comme, moi, j'ai 19 à 39, puis là, c'est comme l'année prochaine, dans 2 ans, je suis comme, je suis crissement plus là. J'ai pas fait ça depuis ma traque du début, elle a dévié. Fait que j'ai crissé ça à vendre. Okay. Puis je l'ai vendu genre 50 000 de plus. Okay. Puis on a fait comme, OK, il y a une opportunité. Puis l'opportunité, c'était de trouver des opportunités. Soit de les rénover ou soit pas les rénover. Dans le contexte qu'on a là, on avait juste répondu à la demande de Post Canada, c'est-à-dire mettre une planche sur la marche. Puis de vendre l'immeuble, d'arbitrer carrément de voir des opportunités où que les gens ne voient pas quelque chose, puis de le mettre en lumière, de le marketer. C'est un petit peu ça le flip à ce moment-là. Fait que ça a été ça mon introduction dans l'immobilier. C'est pour ça, avant d'aller trop loin, justement, dans toutes ces stratégies-là, je veux dire, de ce que je comprends, c'est que tu avais à peine 20 ans et tu as déjà énormément d'argent. As-tu une scolarité? Non. OK. As-tu ton secondaire 5? Oui. OK. Fait que tu veux dire... En fait, c'est que j'allais à l'école, j'étais vraiment bon. J'ai comme j'ai fait analyser à un moment donné par un neuropsychiatre mon affaire de cerveau. Puis là, il a fini par me dire la réponse. Il a dit, ben écoute, 4000$ plus tard, t'as une mémoire photogénique. Fait que ça veut dire que tu enregistres des scènes. C'est comme si ça prenait des photos. Moi, je suis capable de redonner des affaires que j'ai vues, mais je suis pas capable de nommer les gens qui étaient là. Mais je peux te dire, mettons, que si on est à l'entrée ici, là, ben, il y a une poque en bas de la moulure à droite, juste en haut de la place qui manque un peu de peinture. Mais je me souviens pas vraiment du nom du propriétaire que j'ai parlé à peu près 32 fois, que j'ai parlé avec, qui est super sympathique, que j'adore. Mais mon cerveau, il fait du délestage. Fait que c'est à partir que quand je suis rentré au cégep, j'ai eu une bourse pour étudier parce que j'avais des bonnes notes. Okay. Parce que moi, j'avais rien qu'à regarder la feuille. Puis ça, c'était fait? C'était fait. Quand je suis arrivé au cégep,
man, la pente était de même, là. Fait que, genre, là... Puis, tu sais, moi, dans le fond, mes parents, ils voulaient que j'aie un métier parce que moi, je voulais vivre du rock. Mais genre, pour eux autres, c'était pas un métier, le rock. Après coup, j'ai compris un petit peu. Fait que j'ai rentré au Cégep du Montréal. Technique audiovisuelle. Il faut rappeler que j'avais un studio à ce moment-là. Je faisais des shows, c'était raccord avec moi. Puis, rendu là, man, j'étais comme, premièrement, hyper découragé. On faisait du graph-set, là. Pour les gens qui savent c'est quoi le graph-set. Moi, non. Non, man, tu pitonnes Ok. là. Ça, c'est comment que les lumières des villes fonctionnent. Lumière rouge, lumière jaune, lumière verte. Ting, ça part l'autre bord. Ok. Ça, c'est la base de l'électronique qu'on nous montrait, tu sais. Ok. Tu peux t'imaginer à quel point c'était désuet. Fait que là, moi, à un moment donné, bien découragé, moi, je m'envoie à un professeur qui ressemblait à quel je voulais être, là, finalement. Il avait les cheveux longs, puis il avait l'air fucké. Fait que là, je m'en vais le voir, puis je me dis, hey là, Chris, là, c'est quoi la fin de tout ça, là? Je m'en vais où avec ça, là? Ouais. Ben, il dit à la fin, dans 2 ans, dans le fond, quand tu vas être à la fin de ta technique, tu vas enregistrer un CD ou tu vas produire un spectacle. Là, je suis comme, OK. Moi, à ce moment-là, si j'aurais pas tout trippé le cash des événements que j'ai faits, c'est-à-dire 2 par semaine pendant 6 ans et demi, j'étais déjà millionnaire de ça. J'étais comme, OK. À ce point-là, tu dis? Oh, on a fait du gros cash. Puis, genre, puis on se dit, OK, mais attends un petit peu, là. 2 minutes, là. Moi, dans le fond, dans 2 ans, je vais être avec une gang de rookies. Puis genre, moi, je gère des événements. Et, la semaine passée, mettons, à ce moment-là, je faisais du 1000-1500 personnes. Là, non, on ne fera pas cégep en spectacle là, dans une salle avec 32 personnes que tu suscites pour la... Non, on n'est pas là, là. Fait que, puis c'est quoi au niveau des... Ben, tu vas prendre un band, puis tu vas l'enregistrer. J'avais fait comme 125 CD, là, des pré-prod. J'étais comme, non, ça se peut pas. Ben, je dis, ben, excuse, parce que j'ai déjà tout fait ça. Ben, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ben là, écoute, moi, le gars qui m'a vendu ça, il m'a dit qu'il y a Cirque du Soleil, il prenait du monde ici, puis moi, ça me tentait de travailler pour le Cirque du Soleil. Ben, il dit, moi, j'ai une plug au Cirque du Soleil. T'as pas besoin d'aller à l'école pour être au Cirque du Soleil. Là, c'est le prof qui dit ça. Ouais. J'aime ça. Fait que je dis, qu'est-ce que je fais ici? Il dit, je pense que tu perds ton temps. Ah, ouais. Fait que j'ai fait comme, shout-out à ce gars-là, c'est mérité. Ben oui. Genre, tu sais, puis j'ai fait comme, OK. Fait que, tu sais, là, t'es dans le boss en revenant, tu sais, mettons, parce que moi, j'habite à Saint-Jean, Cégep du Montréal, là, t'es là, tu fais comme, qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Qu'est-ce que je vais raconter à mes parents? Tu sais, je veux dire, la seule affaire que j'ai eue comme conseil, c'est un orienteur. Puis ça, de la façon que tu deviens orienteur, c'est quand tu sais pas trop où ta vie s'en va, tu fais cette technique-là. Là. Fait qu'après ça, tu orientes des gens dans le mur. Fait que Ouais, ça, mais c'est fucké d'avoir besoin d'un orienteur quand tu fais déjà Ben, autant d'argent. Non, mais l'orienteur, c'était fucking à l'école secondaire. Là. Tu comprends? Oui. C'était comme moi, moi, il faut que tu comprennes le cégep. Après ça, j'ai commencé à être entrepreneur. Là. OK. Ouais, mais j'ai déjà mon studio puis une partie de mes événements, mais ça a fait comprends. Quand j'ai lâché le cégep, là, ça a explosé. C'est là que ça- Tu sais. Mais tu fais comme. Je veux dire quoi, mes parents? Là? Tu sais, dans le fond, je peux pas revenir avec l'argument de je veux faire du rock. Là. Ça va pas. Là. Fait que, c'est ça. Fait que ça a été. Il est arrivé une succession d'affaires qui a fait que j'ai lâché le cégep puis j'ai parti à mon compte. C'est fou, pareil. Ouais. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire depuis les tout débuts, qui se trouve être la compagnie québécoise Mindblow Energy, puis on ne sera pas de cachette, c'est mon entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise de boissons énergisantes québécoises à base de nootropiques et on est très fiers de sponsoriser le podcast Ordinaire depuis ses tout débuts. On sponsorise la même entité, c'est moi qui l'anime. Hein? Mais les boissons Mindblow Energy, qui est une grande découverte que j'ai faite il y a quelques années, les nootropiques sont des ingrédients qui augmentent vos fonctions cognitives. Donc à l'intérieur, c'est pas juste de la caféine, c'est une boisson qui est supplémentée. Donc vous avez des ingrédients qui vous aident pour tout ce qui est focus, énergie, bonne humeur, mémoire. Une super compagnie québécoise que je vous invite, si vous voulez supporter le podcast Ordinaire, à aller vous en procurer. Vous pouvez vous rendre au mindblowenergy.com et utiliser le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Sinon sur amazon.ca, on est numéro 1 pour les produits énergisants ou un peu partout au Québec dans plusieurs points de vente. Merci beaucoup. Tu as parlé avec Max qui fait toute ma recherche pour qu'est-ce qui est du podcast. Charmant Tom. Charmant jeune homme. Ouais. Tu as dit que tu pensais déjà à l'âge de 20 ans à la retraite puis que c'est une des choses qui t'a comme motivé justement à te lancer en immobilier. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ben, c'est parce que, en fait, genre, c'est de quoi? Ça, c'est un principe que j'ai remis souvent sur la table dans ma vie. Puis c'est même de quoi que je t'ai posé en rentrant ici, quand tu étais assis. C'est quoi le endgame dans ce que tu fais? Ouais. Puis, on va dire, comme mettons, 20 ans plus tard que ce moment-là,
je suis encore à faire ça, puis j'ai un institut que j'enseigne l'immobilier, puis c'est la première affaire que je pose aux gens. Tu fais de l'immobilier, OK. Après qu'on ait passé la portion du pourquoi, t'arrêtes ça quand? Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu fais ça pourquoi? Là, tu fais ça pour avoir des portes? Tu fais ça pour te ramasser de l'argent? OK, mais si tu as assez d'argent d'abord, ça veut dire que tu pourrais vendre puis arrêter. Okay. Tu aurais plus de temps. Fait que la vraie question, c'est que tu sais pas quoi faire de ton temps. Ouais. C'est ça qui fait mal entendre. Moi, quand j'ai commencé les shows, évidemment que j'étais pas un grand adepte de reggaeton. OK? Mais le reggaeton était ma source principale. Fait que moi, j'avais une affaire qui s'appelait les parties reggaeton. Okay. Et, tu sais, puis tu peux t'imaginer que je devais être ce qu'on appelle quelqu'un qui fait de l'appropriation culturelle ou un faux-nez là-dedans, tu sais, parce que moi, j'avais des artistes reggaeton qui venaient faire des prestations reggaeton dans mes événements. Puis moi, à ce moment-là de ma vie, je jouais dans un band de grindcore. Okay. Le concept de ça, c'est qu'il y a 13 personnes qui aiment ta musique puis qui trippent en tabarnak. Puis la majorité du monde, même dans le métal, ne comprennent pas ce que tu fais. Fait que là, grindcore, mettons, c'est quand tu as passé à la limite de l'écoutable, 3 steps plus haut, juste à côté de Satan, il y a le grindcore. Je peux pas te dire aucune parole, mettons. Ben, tu sais, mettons, t'as des bands comme Dying Fetus là-dedans ou Cannibal. Okay, ouais, c'est genre, ça met un petit peu la table. Okay. Fait que, tu sais, pas très... Je suis un amateur de hardcore, ouais, mais pas... Ça avoisine le noisecore, puis le kit, tu fais comme, bon, c'est pas super accessible, mais... mon point là-dedans, c'était de dire qu'on comprenait très bien qu'on voulait pas faire des parties reggaeton toute notre vie. Fait que, puis on comprenait aussi qu'on était dans ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité. Moi, je suis arrivé là-dedans quand Facebook est arrivé. Ouais. Comme aujourd'hui, TikTok est arrivé. Fait que nous autres, on te foulait des salles de kids, puis le monde était comme, yo, comment vous faites, man? C'est à cause de notre profil Facebook, tu sais. Notre marketing, il était bien fait. Il était sur le terrain, puis en numérique en même temps, ça marchait. Mais on comprenait très bien que on se fendait le cul à faire des shows avec genre Patrick Watson, avec Arcade Fire quand il débutait, du monde de même, mais tu sais, t'avais 42 personnes dans la salle, tu fais une petite party reggaeton, il y a 1800 personnes qui se pointent, à Mané, tu fais comme... Tu peux aussi taper sur ton ego puis garder, puis on faisait les deux. On continuait à alimenter notre passion de ce que nous, on aimait. Mais on était obligé de vivre puis d'avoir l'opportunité puis pas de cracher là-dessus. Mais on voulait pas continuer à être des sell-out, fait qu'on se disait... aussi bien arrêter à un moment donné. Parce que si j'ai pas de crowd dans ce que j'aime, puis j'aime pas ce que je fais, il va falloir que ça arrête à un moment donné. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, comment on peut faire pour backer ce qu'on veut faire, c'est de dire, il faut passer à la retraite. Évidemment que le plan a changé 1000 fois, mais déjà à ce moment-là, je comprenais que dans un projet, il y a un début puis une fin. Mm-hmm. Puis le problème des gens qui sont en entreprise ou en entrepreneuriat, c'est qu'ils partent d'une entreprise en se disant, je vais faire ça toute ma vie, puis tu le quittes, alors que c'est complètement impossible. Parce que moi, je sais pas trop où je m'en vais. Là, j'ai un horaire. Là, tu vois, je sais à peu près où je m'en vais dans les 2 prochaines semaines. Je suis peut-être moins organisé que d'autres, mais il y a une chose qui est sûre. C'est un aviron d'un 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu me feras pas chier en me disant que tu sais exactement ce qui va arriver. Fait que t'es pas l'adepte du court, moyen, long terme. Je suis le grand adepte de dire on va setuper ton 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Okay. Pour être sûr et certain que tu comprennes que ça n'arrivera pas. Okay. Parce que c'est évident. C'est évident. Fait qu'il faut que tu aies un endgame. Puis pour revenir à l'immobilier, pour venir même dans ce moment-là, on se disait, il y a un endgame dans nos événements. Parce qu'il y a des paramètres qu'on ne contrôle pas. Puis même encore aujourd'hui, quand je prends un projet ou quand je conseille des gens sur leur fin, c'est de prévoir la fin dès le départ. Parce que sinon, tu vas faire... Tu sais, le monde en ce moment qui vont en immobilier, là, qui prennent du APH Select puis sont des investisseurs privés, premièrement, enlever le mot investisseur, remplacer ça par employé privé. Là. Tu travailles pour le gouvernement. Mais ton ego te fait dire que tu es propriétaire immobilier. Okay. Fait que c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'endgame parce que personne ne prendrait ce programme-là dans le privé s'il savait qu'il voulait sortir un jour. C'est intéressant parce que je sais, puis on en a parlé tantôt, tu as vu un peu dans quelle situation que je suis en ce moment, puis c'est un petit peu ça où est-ce que c'est difficile des fois de penser au endgame quand tu es tellement dans le moment présent, dans la passion, dans tout ça, puis de penser... Tu as parlé avec le gars qui s'attache nécessairement à cette... entité-là qui est l'entreprise, qui est le whatever what, ben c'est bien. Je te dirais que j'ai probablement ce défaut-là de trop m'attacher. On s'attache à maner au brand parce que je suis un gars brand. Tu te dis, hey, j'aime ce que je fais, j'ai une mission, mais
il faut être capable, selon moi, en tout cas, dans mes échecs, ça a été ça, c'est de dire, il y a une fin, puis la fin, c'est l'objectif. C'est quoi le vrai objectif? Si la fin, c'est ça, mais on travaille tout. Fait que là, quand je prends une décision, je me pose la question, est-ce que je m'approche ou je m'éloigne de mon objectif? Fait que là, je prends des décisions maintenant qui sont entrepreneuriales. Parce que maintenant que je connais la fin, je vais atteindre tel valeur dans tel produit, je vais atteindre tel objectif. Je connais ma destination. Donc, je peux prendre des décisions adéquates pour ça. Mais si tu parles de la destination, tu parles à du monde des fois qui sont dans l'entreprise, peu importe le secteur d'activité, ils n'ont pas de fin. Ouais. OK, man, mais comment tu fais pour te mettre des objectifs d'abord? Ton objectif, c'est d'être le plus gros. Mais le plus gros de quoi? Le plus grand. Le plus grand de quoi? Intéressant. Cette relation-là que tu as bâtie avec cette personne-là, que tu as fait les événements, puis après ça que tu as commencé en immobilier, c'est-tu avoir quelqu'un d'actif dans ce que tu fais? Non. Il s'appelle Julien. Il y a une entreprise qu'on a partie ensemble qui s'appelait Groupe Orange, qui s'est éventuellement mergé dans une entreprise qui s'appelait MXO. Aujourd'hui, ils sont rendus 80. C'est une entreprise qui fait du TI, que j'ai initié ça initialement, qui est aujourd'hui toujours vivante. Puis je pense que ça se porte super bien. Intéressant. Ouais. Tu as finalement commencé à faire ce que tu appellerais de ton côté du rabouter des immeubles. Tantôt, on a légèrement parlé un peu super rapidement. Tu veux-tu m'expliquer un peu plus en détail dans le sens où je pense que tu es quand même créatif dans ton immobilier oui, quelqu'un qui achète juste. J'ai fait du flip, là. On s'entend, c'est là-dessus que le monde me connaissait. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai découpé dans la définition de ce qu'était le flip, ce qui étaient les opérations alentour de ça, puis ce que j'aimais, puis ce que j'aimais moins. Ouais. Fait que oui, j'ai été ça. J'ai été la personne qui... Il faut comprendre que moi, personne dans ma famille était dans l'immobilier. Il n'y a personne qui a fait comme là, tu t'en vas à la banque, tu ouvres un 6, voici comment tu calcules un 6, puis là, après ça, ça n'arrivait pas. Fait que moi, j'ai commencé à arbitrer en me disant, ben ça, c'était facile pour moi. Je trouvais un gars qui avait un peu de cash. J'étais comme, hey, je pense que j'ai trouvé un deal. Ah ouais, un deal, comment ça? Regarde ça s'est vendu tel prix. Puis là, ça s'est vendu tel prix. Il y a un deal. Tu sais, genre, c'était ça que je devais à développer. Yeah. Fait que je suis devenu un spécialiste probablement. Ma vraie spécialité, c'est les valeurs comparatives. C'est comparer une pomme avec une pomme, savoir si ça va marcher, puis après, c'est les structures de financement. Ça a été ça. Puis après ça, ça m'a pris du temps à rentrer parce que le milieu du flip a changé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus érudit. Aujourd'hui, on parle de design, on parle d'architecture. Ce qu'on ne parlait pas avant ou qu'on arbitrait des montants. Aujourd'hui, tout est cher. Fait que tu arbitres des émotions. Ce que tu vends, c'est un feeling quand tu rentres. Puis c'est ça que les flippers doivent comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne flippes plus de prix, tu flippes une émotion. C'est que la personne, il faut 40 puis elle fasse comme « Esti, je vais être 7, man ». Fait que ça, c'est ce qui a évolué là-dedans. Mais j'ai fait ça. J'ai commencé par des maisons. Après ça, j'ai fait des coins de rue. Puis maintenant, en fait, à la fin, j'ai fini par acheter un quartier parce que moi, je voulais faire le plus gros flip de ma vie. Okay. Ça, c'est un des points que j'avais à discuter, à savoir, tu as été jusqu'à flipper un quartier. Comment est-ce que ça se passe? Il ne s'est pas flippé encore. Okay. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2018, j'ai commencé à acheter tu sais, à un moment donné, tu deviens un peu... là-dedans, quand nécessairement, t'es bon dans quelque chose, puis c'est comme un blue aussi, là, dans le sens où je pouvais dire tourne à droite, tout le monde tourne à droite. Puis là, à un moment donné, tu dis, c'est quoi le next move, le next move, le next move? Puis là, à un moment donné, tu dis, je veux faire flipper un quartier. Puis je compare ça, j'ai une fille à Saint-Jean que je connais qui s'appelle Lisanne Richard. Okay. Elle fait des sauts. C'est une Olympienne en saut. Okay. Puis là, elle saute toujours plus haut, plus fucké. Plus, tu sais, puis tu te dis, Chris, ça va sauter du pont Champlain, puis elle va réussir. Genre, mais tu sais, tu te dis, ça arrête tout. T'sais. Fait que moi, j'étais un peu là-dedans. Puis, j'ai décidé, j'ai dit, je vais acheter un quartier où que moi, j'ai été élevé par ma grand-mère en partie là. Puis, je me suis dit, ce serait comme, je vais flipper ça. Fait que moi, dans le fond, je vais faire l'opération de ramasser tous les terrains. Puis, je vais faire changer de zonage, puis je vais leur vendre. Fait que ça a été, puis ça fait en soi un gros flip, tu sais. Quand on parle de flipper un quartier de même, c'est un quartier inexistant. Non, ça existe. Ça existait. C'est juste que construit. Il y avait des bâtiments qui étaient construits, il y avait des terrains disponibles, puis il y avait une portion aussi qui appartenait à la municipalité. OK. C'est comme plusieurs achats de plusieurs types. Achats, oui, exact. Puis finalement, un jour, mon objectif a changé à travers ça. OK. Fait que techniquement, il n'a pas été flippé. Il est encore non, il était encore nous autres, oui. C'est fou, presque. Ouais.
À quel moment est-ce que tu t'es un peu plus spécialisé? Max, t'as appelé le king des rénaux. À quel moment est-ce que tu étais plus dans de la construction plutôt que... En fait, j'ai jamais été dans la grosse construction. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai toujours été dans ce milieu-là de la rénovation où que la rénovation, pour moi, c'est quelque chose qui va probablement toujours être présent dans ma vie, qui est l'opération de revitaliser quelque chose. T'sais. Puis probablement que c'est ça que j'aime dans mon projet que j'ai actuellement à Saint-Jean, c'est que c'est une opération de revitalisation. Tu comprends? Puis il y a de quoi de créatif là-dedans. Il y a de quoi qui est très temporel. Là. C'est maintenant. Là, je peinture le mur en noir. Ouais. Il était blanc avant. Tu fais comme « Oh shit ». Moi, je le vois dans ma tête. Quand tu le vois physiquement, tu fais comme « C'est une forme d'art. » Ouais. Fait que c'est ça qui est motivant dans ce milieu-là ou dans ce format-là. Puis, tu sais, je viens d'en faire un autre. Tu sais, j'ai acheté une maison, je l'ai rénovée. C'est ma famille qui habite là. Mais, tu sais, quand je l'ai acheté, c'était figé dans le temps en 1960. Tu comprends? C'est juste qu'aujourd'hui, là, t'es au goût du jour. Puis là, tu as des défis à travers ça. Puis là, tu veux vivre ces défis-là. Ouais. Ça te crée une drive en dedans de toi, là. Justement, comme tu as appelé des flippers ou whatever, tu sais, j'ai mes débuts en immobilier. Là. Ouais. J'ai un triplex semi-commercial, puis j'aime beaucoup ça, puis j'aime ça, puis j'aime pas ça. Là. J'ai un peu ton vécu de ton premier que tu as fait, que les locataires qui payent pas. Puis ouais. Je découvre ce merveilleux moment-là. Dans tout ça, par contre, en ce moment, quand tu parlais des flippers, je sais qu'il y a beaucoup de lois qui ont changé avec les années. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire des flips? C'est la même affaire. OK. Je veux dire, le gouvernement, les gens qui venaient dans nos formations, on leur disait, ça vous prend une entreprise, c'est du revenu d'entreprise. Il n'y a pas rien qui a changé. Okay. Il y a des choses qui ont changé publiquement. Je crois encore que l'opération de flipper des maisons, ouais. Puis là, c'est parce que le terme a été galvaudé. C'est l'opération de prendre une maison qui est tout décrissée, on va se dire bien comme vous, là, okay. Puis de la remettre au goût du jour puis de la revendre. Qui a dans son compte de banque l'argent pour la mise de fonds puis 175 000 pour les rénaux? Là, on parle au personnel. Personne. C'est la vérité, là. Oui. C'est les gens qui m'écoutent, c'est la vérité. Ils n'ont pas ça. Puis s'ils l'auraient, ils n'achèteraient pas ce dompe-là. Tu comprends-tu? Parce que ces gens-là, ils diraient, bon, ben moi, je vais m'en acheter une toute faite. Mm-hmm. Fait que l'opération de revitalisation du parc bâti québécois, ça va donner un impératif. Je vous garantis, dans les 5 à 10 prochaines années, ça va être un mot d'ordre. Parce que le patrimoine bâti au Québec n'a pas été entretenu. Les maisons, c'est désuet. Ça a été fait cheap, en saccadé, en sortir le plus possible. On voit des quartiers de bungalows complets. Le monde n'a pas cet argent-là. Puis les banques, next thing you know, le bout hypocrite de la chose, c'est que les banques ne veulent pas financer des maisons qui sont tout bâties. Ouais. Fait que ça te prend quelqu'un, ça te prend un milieu, ça te prend du monde qui font comme, bon, aujourd'hui, c'est moi qui y va. J'achète ça, je le rénove, puis je le remets à vendre, puis je vais avoir le fruit de mon labeur, va se transférer en profit. Okay. Puis on est venu démoniser ça parce que c'est payant politiquement de venir trouver un agresseur à une situation agressante. Of course. Fait que ça a été le premier agresseur, ça a été les flips. Alors que, hey man, ce qui manque, c'est du logement pour une personne qui peut payer 800$. Pas de maison à 500 000, non, man. 100%. Mais pendant qu'on bouge l'épouvantail à droite, on voit pas ce qui se passe à gauche. OK. Est-ce que, par contre, il y a des maximums que tu peux... Tu sais, j'avais entendu ça, puis encore là, je te dis en totale ignorance. Quand tu achètes une maison comme ça, si c'est sur une business, tu peux-tu la flipper automatiquement? Oui. Tu vas payer ton impôt, tu vas payer tes taxes dessus. OK. C'est pas comme au personnel. Non, que, là, c'est ça, exact. Là, il y a eu des changements au niveau de la façon que c'est imposé. Oui. Puis il y a un traitement fiscal qui est différent. Okay. Mais tu n'iras pas en prison parce que tu achètes, tu revends des maisons. Okay. Tu vas faire de l'argent, puis tu vas payer ton impôt. Si tu ne payes pas, tu vas à la prison. Okay. C'est assez simple. Dans... là, je te rencontre comme ça, tu es un peu comme moi, un petit peu easygoing, comment tu t'habilles. Est-ce que ça a déjà affecté peut-être professionnellement la vision des gens qui ont envers toi, ou tu as vraiment quelqu'un d'easygoing qui se fout un petit peu de l'opinion des gens puis autres? C'est quelque chose que puis tu penses t'affecter ou qui l'a déjà été dans le passé, puis que tu sais, on est plus dans un air entrepreneur un petit peu comme... Moi, j'aime ça, les gens qui s'habillent bien, qui portent des cravates, puis qui ont des sauts, puis le kit, je les engage.
OK. Genre, je trouve ça important. Ouais. Ça leur rappelle qu'ils ont travaillé fort à l'école pour porter ce beau saut-là. Fait que... je vais me faire pitcher ta main. Oh, le mot va être... mais tu sais quoi? Je m'en crisse. Okay. Parce qu'au final, si tu es capable de me juger pour comment je m'habille, on n'est pas rendu à l'étape où on peut se parler. Là. Genre, ça va... C'est évident que dans ta tête, il y a plusieurs blocages qui doivent être rapidement pris en psychiatrie. Parce que, genre, si tu es capable d'arrêter de parler à quelqu'un parce qu'il ne s'habille pas comme toi, quand on va être rendu dans des vrais conflits, on va pas être rendu à l'étape des solutions, mon chum. Là. Ouais, 100%. Tu comprends? Ouais. Si l'habillement fait une différence, là, ça va pas très bien. Non. Bien répondu. Aussi simple que ça. C'est le moment, on fait une petite pause sur l'immobilier. C'est le moment du segment Shop Santé. À chaque semaine, notre sponsor Shop Santé, on demande des questions au public directement pour les invités qu'on a ici. Fait que j'ai 2 questions ici de Louis et de Marie-Ève. Des questions qu'on n'avait pas dans la planif. Si tu veux pas y répondre, tu nous le dis. Je vais répondre certainement. Louis de Montréal nous demande ici comment tu as fait pour perdre autant de poids? OK, c'est vrai, cette histoire-là. Là. C'est vrai à 100%? Tabarnak. Je veux dire, moi, j'ai été lire un petit peu plus, évidemment. Okay, je m'informe tout le temps là-dessus. Je veux savoir ton histoire vis-à-vis ça. Bonne question, Louis de Montréal. Est-ce que ça rappelle comme occupation d'autre, c'est Louis T? Ça rappelle ce que tu voudrais. Pour l'instant, j'y vais d'entrée, le mix anonymat comme la Bon, Louis de Montréal, j'ai subi une opération bariatrique. Okay. Parce que moi, j'étais rendu à mon zénith à 375 proches et livres. Okay. Puis je me souviens que j'allais voir des entraîneurs, puis la kit, puis les autres, à cet âge, je comprends ce qu'ils voient. Ils voyaient tout le temps le trophée puis l'opportunité. Parce que les autres aussi, c'est des flippers. C'est juste que le gouvernement leur court pas après. Ouais, fait que, là, au final, ce qu'ils veulent faire, c'est le trophée parce qu'ils vont rentrer d'autres mondes qui sont moins gros que moi. Mais s'ils réussissent à me faire un changement, c'est un beau trophée. Ça s'appelle la comparaison par l'image. J'ai été longtemps dans le fitness, by the way. T'es un bon vendeur, sûrement. Fait que moi, je me souviens, la première semaine que je m'en vais là, je dis, bon, je prends ma santé en main, je m'envoie un entraîneur. Il me dit, là, cette semaine, c'est le moment où on nettoie ton système. Là, tu manges des brocolis matin, midi, soir. Céleri, brocoli. J'ai fait une rechute le mardi soir. J'ai réussi à fait 2 jours. Okay. J'ai fait une rechute. J'ai été... je me souviens encore, c'était au Tim Hortons. Il avait sorti le beigne fourré dans le milieu, man, avec un esti d'épaisseur de crème. J'en ai acheté 10. Genre, une esti de rechute, man. Puis là, quand j'ai compté ça au monde, il me dit, Chris, t'as-tu fait faire vraiment, tu sais... Il n'y a personne qui fait faire ça, une petite patente d'avant. J'étais comme, moi, je l'ai tenté de le faire. Puis j'étais shame. Ce que j'ai compris plusieurs temps plus tard, c'est que tout est possible. Là. Mais quand tu pèses 375 livres, quand tu es en overweight de cette quantité-là, il y a 2 choses qui affectent ça. Un, c'est mécanique. J'ai un estomac. Oui. C'est une poche. Oui. La poche, elle est grande. Il rentre beaucoup de marde dedans. Fait qu'il faut que je remplisse cette poche-là pour avoir l'effet de satiété. Ouais. Puis ça s'est pratiqué pendant les 30 premières années de ma vie. T'sais, on se comprend? Ouais. Fait que là, tu peux pas arriver du jour au lendemain faire comme, je peux plus manger, je me tente plus. Ouais. C'est pas toi qui contrôle ça, Calis. C'est là. Fait que ça, c'est la première étape. Puis la deuxième affaire que tu dois comprendre, c'est que tu t'es rendu là. Okay. Puis ça, c'est pas la société, ça, c'est toi. Mais par ton contexte, par des affaires. Fait que ça, c'est venu avec une thérapie. Puis moi, j'étais au privé, puis au privé, il n'y en a pas de thérapie. Tu la prends on the side. Quand tu vas dans le public, ils te font subir une thérapie avant. Okay. Puis ça, je pense que c'est ça le plus gros changement que j'ai eu dans ma vie. C'est pas l'image. Ça, c'est 10% de ce qui est arrivé. Ça, c'est la manifestation visuelle du changement, réellement. Okay. Qu'est-ce qui s'est changé? C'est ici. C'est mon rapport avec la bouffe. C'est ma compulsion. C'est l'excessivité. C'est d'où que ça vient, pourquoi ça vient, comment la contrôler, qu'est-ce qu'on peut faire. Encore au jour d'aujourd'hui, je vais au restaurant puis je vais commander comme tout le monde. Parce que moi, je sais que si je commande une assiette, là, je sais que je vais me faire picher des roches, puis qui est petite, je vais me sentir, puis c'est incontrôlable, limité. Puis pour moi, la liberté de choisir qu'est-ce que j'ai envie de manger, c'est une liberté de base. Tout comme les personnes qui sont boulimiques, ils vont choisir d'avoir du contrôle sur des portions de leur vie. Mais moi, j'ai ce besoin-là aussi. Okay. Fait que je vais au restaurant, je commande un steak, puis j'en mange 2 bouchées, puis je suis topé. Mais je suis satisfait. Okay. Puis ça allait vite que je tombe dans mes excès. Okay.
Fait que ça s'appelle se connaître. Okay. Puis, fait que j'ai payé. Ça a coûté 15 000 $. Je me suis fait choper l'estomac. Ils l'ont sorti de là. Puis quand je suis rentré là, ben j'ai plus jamais... Et puis, il faut que tu travailles sur toi-même. C'est continuel. Puis depuis ce temps-là, est-ce que tu as fait d'autres changements? C'est ça, je pense que tu l'as dit, par état d'esprit qui a changé. Ben oui, tu sais, je veux dire, hey man, tu sors le lendemain matin, premièrement, tu pèses encore 375 livres. Là, tu rentres là, tu pèses 375, tu sors de là, tu en pèses 374, parce que dans le fond, ils ont juste enlevé une livre d'estomac. Mais je veux dire, après ça, drastiquement, ça baisse. Le changement, c'est premièrement d'adapter ta connaissance à ton nouveau visuel, là, tu sais. Après ça, man, il se passe un paquet d'affaires dans ta vie, là. Je veux dire, ta perception avec toi-même, ta perception avec les autres, les gens te regardent. Moi, les gens m'ont jamais trouvé beau. OK. Tu sais, moi, quand j'étais à l'école secondaire, les filles me regardaient pas parce que j'étais gros. Tu comprends? Fait que j'ai développé plein d'autres skills que ça. OK. Quand je suis devenu maigre, j'ai tombé dans plus ce qu'on appelle un standard de ce qui était beau. Fait qu'il y a plein de monde qui riait de moi au secondaire qui sont venus me parler. Parce que je faisais, probablement, j'avais un succès. Puis maintenant, j'étais agréable à regarder. On va dire ça comme ça. Puis du moins, plus socialement acceptable. Puis ça m'a donné une perspective très différente sur ce que les gens voient pour vrai. Ça doit. Tu comprends? C'est fou, pareil. C'est juste dans l'œuvre extérieure. Tout à fait. Mais c'est la même personne. Moi, j'ai jamais changé. Fait que j'ai jamais pensé qu'une personne était plus ou moins belle. J'y parlais pas. Fait que, tu sais, j'y parlais parce que je l'aimais ou j'y parlais pas parce que je l'aimais pas. Ouais. Je me disais pas, elle est grosse, fait que j'y parlerais pas. Lui est gros, j'y parlerais pas. Ou lui est grand, lui est mince, lui est... Peu importe, tu comprends? C'est comme le suit, man. On s'en calisse-tu, man, de comment tu t'habilles. Montre-moi tes actions. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on le sait pas, c'est non-verbal, c'est quelque chose que tu fais juste voir, puis c'est... Mais ma perception sur les voit, gens, ça a été ça le plus gros changement. C'est de voir comment que les gens peuvent, eux autres, percevoir. C'est intéressant. Ouais. Question de Marie-Ève de Saint-Jérôme. Est-ce que c'est payant d'aller dans des projets comme on a vu aux nouvelles pour les salons funéraires, ou est-ce que tu fais plutôt ça vraiment pour aider? J'ai quand même vraiment aimé la question. C'est une très belle question. Ouais. Puis qui mérite d'être bien répondu, puis qui est multifactoriel, puis c'est polyangulaire. Parce que il y a beaucoup de notions là-dedans. Premièrement, on se trouve au Québec actuellement dans une crise qui n'est pas juste québécoise, je pense qui est coast to coast. C'est une crise d'abordabilité. Puis c'est une crise de quantité. Donc, on n'a pas assez d'inventaire. Mais on n'a pas assez d'inventaire. Là, on parle de logement ici, on se comprend. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, là, je vais peut-être en faire mise en contexte. Il y a un reportage de Radio-Canada sur moi qui va bâtir 600 logements dans mon quartier. Puis là, on a vu ça dans mes salons funéraires. Puis bon, en passant, les salons funéraires sont décentralisés du quartier. Okay. Fait que... donc, à Marie-Ève, ce que j'ai envie de lui répondre, c'est que effectivement, il y a un complexe actuellement avec comment une entreprise d'économie sociale, puis là, je vais aller loin, là, puis ça parlera pas de... Comment qu'une entreprise d'économie sociale doit avoir comme cadre financier. Puis ça, ça l'explique en partialité pourquoi qu'au Québec actuellement, on n'a pas assez de logement social. Fait que le logement social, c'est du logement hors marché. Ici, au Québec, on s'est parfait dans ce qu'on appelle le petit Québécois. Tu sais, nous autres, là, on a une petite chandelle. Puis là, on va... Puis ça, les entreprises d'économie sociale, pas tous, là, mais dans une grande majorité, ont travaillé comme ça. Okay. Par manque de connaissances, d'expertise, et puis de vision aussi, on va se dire. Est-ce que c'est payant de faire ça? C'est pas payant quand tu es rendu dedans. C'est payant dans le sens où que socialement, tu es capable de faire la différence. Puis ça, c'est quelque chose qui est payant. À cette heure, j'achète 2 salons funéraires, que je vais créer de la valeur dessus, qu'on va revendre à un OSBL. Il va avoir une notion de profit. L'OSBL va avoir une notion d'opportunité, parce qu'en ce moment, il n'y a personne qui check-in. Dans le contexte du 600 logements, à la fin du profit, il n'y en aura pas, parce que c'est tellement un gros projet que le but, c'est que ça se fasse, parce que tu soulages une crise. Fait que, est-ce que c'est payant à court terme? Non. Est-ce que c'est payant à long terme? Il va y avoir des marges. Est-ce que ça s'applique dans une vision globale? Oui. C'est vraiment plus large que juste... C'est vraiment c'est pas large. A et B. Puis, tu sais, je fais un aparté en disant que moi, ça fait 1 an que je suis plongé puis immergé dans le milieu
social puis il faut départir les 3 choses. Là. Il y a abordabilité, grande abordabilité puis social. Pour moi, le milieu social, c'est du marché hors spéculatif. C'est-à-dire que c'est du hors marché. Là. Puis on a un gros complexe, nous, les Québécois, avec l'adoption de ça. Là. On a des gens qui disent c'est pas notre problème. On a des gens qui sont déjà dedans qui disent hey, là, moi, je me sens contraint. Là, j'ai peur parce qu'il y a des nouveaux arrivants qui arrivent, des gens comme moi, des gens comme Luc Maurice, des gens comme tu sais, qui sont déjà sur le marché, qui prennent la vigueur. Puis tu dis, ben là, toi, c'est parce que ça fait 30 ans là, que dans 30 ans, tu as bâti 20 logements à Calisse. Excuse-moi, c'est un constat d'échec. Puis en plus, ils sont en mauvais état. Fait que tu n'es même pas une bonne gestionnaire. Tu sers à qui? Je veux dire, tu t'aurais toffé une journée et quart dans le privé. Fait que toi, tu n'es pas ta place là. La vérité, c'est ça. Aujourd'hui, on a du chemin à faire et beaucoup de chemin à faire en amont, que ce soit sur la masse salariale qui est imputée dans le milieu social, de comment que ça se développe, parce que demain matin, on veut que des gens bâtissent des logements sociaux. On n'a pas l'expertise à l'interne. Donc, on doit absolument faire affaire avec des entreprises privées qui veulent commencer là-dedans. Mais tu pars comment, toi, à faire 400 logements si tu n'as pas le salaire à payer quelqu'un? Tu l'as dans le privé, tu sais comment faire. Fait que le Québec a... Il y a des subventions, oui, mais il y a aussi des... Il faut faire qu'ils mettent en place des systèmes d'opération, des incitatifs d'opération pour aller chercher des grands développeurs. Comme qu'est-ce qu'on fait? Une bonne réponse complète, Marie-Ève? Si à quoi vient m'écrire en privé, on pourra en parler pendant 4-5 heures. Parce que merci beaucoup à tous les gens qui ont posé des questions à la maison. Et comme d'habitude, merci beaucoup à Shop Santé de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. De ce que je comprends, c'est que tu as déjà fait une faillite. Oui, avec une compagnie que j'ai commencé qui s'appelait Tremcon en 2012. Comme tu as parlé avec Max, c'est comme si par de ta faillite, tu as comme claqué des doigts, c'est revenu super positif financièrement. Comment tu as fait un petit peu pour changer la donne aussi rapidement dans une situation qui est pour beaucoup énorme, une faillite? En fait, c'est émotionnellement énorme. Oui. Tu sais, j'ai accompagné plein de gens qui ont fait faillite juste par parler à quelqu'un, tu sais, parce que moi, quand j'ai fait faillite, on avait, je pense, une vingtaine, trentaine de fournisseurs locaux. Puis moi, on était 3 dans une entreprise, puis j'étais le poster boy. Fait que c'était moi le go développement, puis c'est moi qui avais convaincu un autre. Moi, j'étais pas à comptabilité, puis j'étais pas aux opérations. Erreur. Mais ce que ça veut dire, c'est que j'avais une capacité de vente sans savoir si ça sortait à l'autre bout, puis c'était bien fait. Fait que c'est sûr que mes deux Quakers se sont dissipés rapidement. Moi, je venais de Saint-Jean, je suis resté là pour affronter la situation. Ça, c'est un choc émotif. Fait que je me souviens qu'il y a du monde qui était venu étendre la marde d'humain sur ma porte. Fait que le gars, là, il était passé au Vidal à côté. Il s'est pris une frite. Il l'a mangé. Il était aux toilettes, il a gardé le sac. Il a chié dans le sac. Puis il est venu chez nous en plein hiver, puis il l'a étampé sur ma porte. Ouais, puis c'est la première fois que je compte ça, là. Puis il a fallu que je décolle ça avec de l'eau chaude. Puis tu sais, genre... Non, mais tu te dis... Man... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est premièrement. Deuxièmement, la chose que tu dis aussi, c'est que tu dis l'échec financier est déjà très humiliant. Tu sais, parce que nécessairement que tu te dis pas asti que je suis bon, man. Chris que je suis fort. Tu le sais déjà. Tu t'es pas dit non plus, moi je suis pas un Bernard Madoff, je suis pas Big, on a fait ça, puis jamais, il n'y a pas eu de stratégie, là. Tu sais, j'ai pas cette... puis je veux pas faire de taper sur quelqu'un, là, mais c'est pas une faillite d'1 milliard comme en Québec en ce moment, là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas usé et de ruse et de stratégie pour setuper du monde, là. Quand je peux pas te payer mon gars de pieux, c'est bon, si je suis rendu à l'étape de pas pouvoir te payer 427$, là, c'est en 2012, c'est qu'il y a un vrai problème, tu comprends? Ouais. Fait que c'est là que tu vois le pire des gens. C'est là que tu vois le mieux des gens aussi, parce qu'il y a des gens qui réagissent. Je pense que c'est plus un choc émotif que réellement un choc financier. Ouais. Au final, le lendemain matin, tu te relèves. Le lendemain matin, puis c'est bien au Québec d'être de même. J'ai fait comme dans les films. Je faisais de la construction. Le lendemain matin, j'ai littéralement ouvert la porte à côté et je faisais de la construction. Ça, c'est juste au Québec, tu peux voir ça. C'est ridicule. En fait, le système de la construction au Québec est ridicule.
Si une matante peut avoir une licence de construction, la barrière à l'entrée, elle est faible. Ouais. Il ne faut pas se surprendre, OK, de ce qui se passe puis que ce soit répétition. On n'avait pas l'expertise en 2012 pour faire ça. On n'avait pas l'opérationnel, c'était pas vrai, là. Puis, aujourd'hui, on est quoi en 2024? Tout compte fait, ça va faire bientôt 13 ans. Puis, tu sais, c'est quelque chose que je pense régulièrement parce que ça a été un moment marquant dans ma vie. Mais oui. Financièrement, le lendemain matin, j'avais 3 enfants puis une famille à faire vivre. Tu te lèves, puis tu vas travailler. Je veux dire, puis c'est drôle parce que le Québec, il y a un système de faillite où que ça te limite. Puis tout, oui, mais encore. Ouais. Dans son système, il n'y a personne qui va se laisser sur son divan et dire, bon, là, aujourd'hui, on va le vivre. Ça n'arrive pas, ça. Ça n'arrive pas pour vrai. Fait que le choc émotif est très fort. Mais le reste, c'est pas si pire que ça. Le reste, ça se relève. Pour quelqu'un qui est dans cette situation-là, puis qui écoute ça aujourd'hui, puis qui se dit « Aïe, aïe, man, ma vie est finie », c'est complètement faux parce que tu le penses en ce moment. Mais je veux dire, le nombre de personnes qui ont passé là. Regarde, après, il y a Olivier Primo, là, il a mis en faillite une de ses entreprises. Là. Bon, il a dû répondre publiquement, mais il a continué à vendre des cannes puis à faire des spectacles. Puis, je veux dire, c'est une question d'aborder. Mais tout comme quand j'ai fait des flips, moi, dans ma famille, j'étais pas mal le premier qui a fait faillite, là. Tu me suis? Fait que, tu sais, genre, la même crise d'affaires, là, tu sais, tu fais personne à qui te référer, personne à qui te dire écoute, excuse-moi, je vis quelque chose. Fait qu'à ce temps, toutes les personnes qui, là, je veux pas avoir un lot d'appels, mais qui sont vraiment dans la merde, puis je sais que c'est là qu'ils s'en vont, je prends le téléphone, je les appelle. Puis je leur dis, écoute, man, t'es où, là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ben, il se passe ça, tu sais, puis, mais là, des fois, puis le monde s'accroche, là. Puis ils s'accrochent, puis ils se battent pour rien. Ouais. Tu sais, à un moment donné, t'es échec et mat. Puis c'est ça, faire de la business. T'arrives à un moment où que ça y a pas été. Puis c'est pas parce que t'as un échec que ça fait partie de ton identité. Ouais. Tu veux, je l'accepte et puis passer à prochain appel. Va vite. Juste une petite pause au podcast aujourd'hui pour remercier notre sponsor du jour qui se trouve à être beaverbet.net, qui est un site web canadien fait pour les Canadiens de casinos en ligne et de paris sportifs en tout genre. Sur BeaverBet, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des jeux les plus populaires des plus grands casinos au monde. On parle de la roulette, on parle du blackjack, on parle d'une tonne de jeux dans lesquels vous allez pouvoir jouer contre différentes personnes à travers le monde. Comme vous pouvez voir, c'est pas la quantité de jeux qui manque sur ce site web. Vous allez également pouvoir faire vos bets sportifs sur l'ensemble des sports que vous aimez le plus. Soccer, tennis, basketball, le hockey, volleyball. Il y a vraiment de tous les goûts sur BeaverBet. Vous allez pouvoir faire vos paris sportifs directement sur la plateforme. Et en ce moment, sur chaque nouvelle inscription sur BeaverBet, avec le code SAM200 juste ici, BeaverBet vous donne 200% sur votre premier dépôt sur le site web. Donc, si vous mettez 100$ pour jouer, BeaverBet vous donne un autre 100$ pour égaler la mise, et ce, jusqu'à concurrence de 2000$ en plus de 150 free spins pour jouer. Je répète, c'est le code SAM200 pour 200% sur votre tout premier dépôt. Donc, si vous voulez tenter l'expérience et obtenir votre bonus de signature dès aujourd'hui, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Allez voir qu'est-ce que BeaverBet peut faire pour vous. On vous rappelle évidemment de jouer de façon responsable et que si vous avez des problèmes avec le jeu, vous pouvez aller sur le site web aidejeu.ca et appeler gratuitement le 1-800-461-0140. Merci beaucoup à BeaverBet de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. À quel moment est-ce que tu es allé plus vers Flip Academy, qui, de ce que je comprends, une académie pour former les gens à faire des flips immobiliers? À toi de me dire si c'est encore plus grand que ça sur peut-être d'autres sortes de formations. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie peut-être d'aller un peu plus dans le niveau formation plutôt que de juste faire les choses pour toi-même? En 2012, après ma faillite, je ressors de là puis je repars à une compagnie de construction, comme je viens de le dire. Ouais. Puis je me rends compte que le milieu de la construction m'écoeure. Okay. Tu sais, on est dans un milieu où que puis je ne m'étalerai pas aux raisons, mais comme j'ai dit un peu précédemment, il y a beaucoup d'ego. C'est du monde qui ont des fois peu d'éducation qui sont là-dedans. Puis l'éducation, c'est pas le nombre d'années que tu étais à l'école. C'est la manière que tu te comportes dans la société. Fait que je répète qu'il y a beaucoup de gens qui manquent d'éducation. Ouais. Fait que, puis quand que tu arrives là-dedans, tu fais comme, man, pour vrai, je t'ai écœuré de parler à des deux de pique, là. Tu sais, genre pour vrai, man, je vais en arracher un. Tu sais, on dirait que je parle à un enfant, là. Tu sais, genre, c'est littéralement ça, tu sais. Hey, excuse-moi, c'est plus fort que moi.
Je pense en ce moment que tu es en train de boire dans le truck. Faudrait que tu arrêtes. Excuse, c'est juste parce que c'est marqué mon nom dessus. Puis non, faudrait, s'il te plaît, là. Mais là, à terre, on en pourra rendre. Tu sais, comme c'est surréaliste, tu sais. Fait que j'étais écœuré, puis même ma deuxième ride, c'est comme un peu un rebound. A besoin de faire quelque chose, puis il faut que je me dépanne. Finalement, à un moment donné, je me dis, tu sais, je vais m'en faire des flips. J'avais touché à ça avant la construction. J'avais parti ma compagnie de construction parce que je voyais qu'il y avait un manque de main-d'œuvre qualifiée dans les flips. Finalement, c'est venu trop gros, fait faillite. Je me suis dit, bon, revenez à ce que je connais, acheter, rénover des immeubles. Puis, c'est là que je me suis dit, bon, je rentrais dedans, j'ai fait des sous encore. Puis, je me suis dit, mais en même temps, genre, là, il me manque d'informations aux gens comment le faire. Fait que, tout bonnement, je me suis dit, on va écrire un scénario. Puis je vais l'envoyer à la TV. Okay. Fait que, je me suis mis à écrire. Puis moi, à l'école, j'étais bon en composition. C'était ça, en fait, ma prof de français. Elle dit, t'aurais donné journaliste ou écrivain. Quel bon, mauvais conseil. Tu sais, genre, comment être fait pour vivre de sa passion pauvrement toute sa vie. Fait que, genre, mais tu sais, genre, mais non, mais tu sais, salut à tous mes amis journalistes, mais tu sais, genre, au final, non, mais tu sais, peut-être pas ceux qui sont à Radio-Can, là. Les autres, des fois, ça tiraille un peu actuellement. C'est pas le milieu le plus prometteur. Mais j'étais bon. Enfin, j'ai écrit ça. Puis je venais de me taper les saisons d'Elvis Gratton, de Doc Dynasty. Puis genre, je me suis dit, je vais faire une contraction entre les deux. Ça va s'appeler Le chasseur de maisons. Fait que c'était moi bien en camouflage, un peu colon, qui flippait des maisons. Fait que finalement, j'ai eu un gros retour. J'ai trouvé un site où il y avait comme un genre de bottin des producteurs indépendants. Genre, oui, c'est ça là. J'ai eu des demandes le lendemain matin. Des demandes dans hey, on se rend compte, on fait de quoi? J'ai eu 2 offres, j'en ai pris une des 2. Ça a été à TVA, à Casa. Ça a été un succès. Ça a fait Le chasseur de maison, qui est une docu-réalité sur la vie de ma famille pendant 2 ans, 2 ans et demi, ça a tourné. Quand je suis sorti de là, beaucoup de monde m'approchait et disait « Hey, nous aussi, on voudrait savoir comment faire des flips, esti. » Puis là, tu fais comme bon, mais. Puis moi, j'ai travaillé après ma sortie à la télé pour un compétiteur à cette heure, là, qui était là. Puis j'y avais proposé, j'ai dit, écoute, moi, je viendrais enseigner chez vous. Tu sais, ce que tu fais, c'est de la merde. Puis genre, je viendrais enseigner, tu sais, moi, je le fais pour vrai. En voulant dire, c'est genre un métier de terrain, tu sais. Fait qu'il faut que tu... Pas de notion. Faut que, ouais, c'est des subtilités, tu sais. Ouais. Tu peux être à l'école de la neurochirurgie, mais là, à un moment donné que tu as un cœur qui bat devant toi, puis il faut que tu zigonnes dans le cœur, il y a peut-être un moment où tu fais comme, c'est pas pareil comme dans les livres, là. Tu sais, fait que t'es content, Nasty, qu'il y en a un à côté de toi qui dit, non, c'est pas de même, là. Ouais. Ils tassent ça un peu, là, puis bon. Fait que, tu sais, mais moi, j'étais ce gars-là. Okay. Fait que je me suis dit, quand le gars m'a dit non, ben j'ai dit, parfait, j'ai créé mon école. Ça s'appelait Flip Academy. Ça l'a roulé quasiment 6 ans de temps. Puis j'ai enseigné à des milliers de personnes. Fait que... puis ça a été une belle ride que j'ai vécue. J'ai eu bien du fun là-dedans. Puis j'ai fermé ça. Ouais. Parce qu'à un moment donné, genre, comme je disais à Max, dans notre petite pré-entrevue, il y a un moment donné où il faut que tu comprennes que j'ai eu mon opération à travers ça. J'ai une séparation à travers ça. J'ai une pandémie à travers ça. J'étais plus là, man. Tu sais, je me regardais dans le mémoire, je savais même pas qui était là. Okay. Puis tu dis, moi, là, man, attends 2 minutes. Je suis en train de montrer au monde à faire la recette de la bombe nucléaire, tu sais. Puis pas à tous les égards, tu sais, parce que flipper une maison, t'achètes, tu rénoves, t'es en train d'aider, là. Honnêtement, c'est ça. Mais quand tu flippes des immeubles à revenus, c'est pas ça que tu fais. Faut que ça passe par une opération du changement. Ça, c'est le beau terme que les écoles d'immobilier appellent ça la gestion du changement. Gestion du changement, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est crisser du monde dehors. Puis, ça paraît beau dans un cursus de cours d'enseigner ça, mais tu enseignes aux gens à décentraliser des gens, puis à jouer avec leurs émotions et avec l'argent, pour leur montrer que c'est comme le concept du casino, là. Tu as une chance de faire de quoi de plus. Si tu mets de l'argent dans la machine, tu crains que c'est ça. C'est juste que quand tu arrives à un locataire, tu as 10 000 $, le gars n'a jamais vu ça de sa vie, 10 000 $. Non. Il va le prendre. Il ne sait même pas pourquoi qu'il le prend. Fait que lui, dans sa tête, puis il arrive là, puis succession d'affaires pour arriver à dire qu'un jour, j'ai pris conscience à dire, non seulement je veux plus ça, j'ai acheté un quartier à Saint-Jean, je veux plus le flipper. J'aime plus mon brand. J'aime plus ce que j'enseigne. Je suis plus là.
C'est fou. Là, man, j'ai écrit ça à la clé dans la porte. Genre, puis je faisais du cash avec ça, là. C'était vraiment payant. On faisait une 40 de 1000 par mois avec ça. Fait que, puis du jour au lendemain, ça a été fini. Bon, c'est pour ça que je write. C'est là que je me suis dit, là, ce qui est important, c'est que tu actes comme la personne que tu write et non comme la personne que tu es. Ouais. Genre, actuellement, tu es dans une position que tu n'aimes pas ce que tu es ou qu'est-ce que tu fais, tu sais, du moins ce que tu fais. Donc, là, c'est là que tu veux t'en aller, mais commence à faire comme ce gars-là. Qu'est-ce qu'il ferait, ce gars-là? Ouais. Ben, premièrement, c'est évident qu'il fermerait son école. Paf, j'ai fermé mon école. Fait que ça a été Je pense que c'est vraiment ton honneur, mais c'est fou pareil parce que on dirait que des gens qui vont changer drastiquement de vie ou qui vont penser ça, tu penses souvent à des gens qui font pas d'argent. Non, Des gens qui sont pas dans une bonne situation. Non, moi, c'était pas mon cas, là. Puis je te pose quand même la question, tu sais, la classique question de l'entrepreneur de as-tu déjà vécu sans un sou, sans l'argent? Je veux dire, on a parlé de faillite, mais techniquement, tu as refait de l'argent le lendemain. As-tu déjà dépassé ta vingtaine, ton âge adulte? As-tu déjà struggle financièrement? Ben Puis oui. je dis pas ça comme si... Oui. Ouais. Puis qui l'a pas fait? Je pense que Qui c'est l'a important. pas été? Je pense que c'est correct. Non, mais Chris, on va se dire vraies affaires, là. Je veux dire, qui, à un moment donné, n'a pas fait un rachat de capital, là? Je parlais avec quelqu'un tantôt, il parlait de ça. Que ta banque t'appelle, te dit, hey, là, les taux ont monté, il faudrait que tu remettes un 400-500 000. Tabarnak, t'as bien beau faire de l'argent, t'as bien beau en avoir plein. S'il n'y a pas 400-500 000 dans ton compte, Big, t'es pauvre aux yeux de la personne qui te le demande. Ouais, of course. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut se poser certaines questions. Puis, tu sais, j'écoutais le podcast que Luc Poirier a fait avec Olivier Paré. Puis, j'ai aimé ce qu'il disait. Tu sais, à un moment donné, il disait, si tu te mets all-in, tu sais, all-in, ça finit que... il dit bien, là, lui aussi, il a nommé, la carte, elle pense plus, là. All-in comme dans chez All-in, là, tu comprends? Fait que oui, des fois, tu fais des moves où tu te dis, tu vas te mettre all-in pour l'appât du gain, pour le faire, puis tu le quittes. Puis des fois, ça chie. Puis il faut que tu te revives d'abord. Tu as un risque de perdre. À quelque part, quand tu vieillis, à un moment donné, tu finis par ne plus être là-dedans, je suppose. T'sais. À plus faire des sauts. À plus changer tant que ça. Mais moi, je pense qu'à chaque fois que j'ai fait un saut, ça a été pour être en phase avec qui j'étais. Pas avec qui ce que je... Tu sais, quand je me surveillais de bord puis j'ai fait mes flips, c'était ça ou c'était moi? C'était ça, man. Ouais. C'était ça ou c'était moi? Tu sais, dans le fond, j'étais comme Chris, man. J'ai remis de l'argent dans le brand, je l'aime pas. J'aime pas le monde que j'enseigne. J'aime pas ce vibe-là. Chris, faut que j'arrête ça, là. Ouais. Je suis plus honnête avec moi-même, là. Comment je peux être honnête avec les autres si moi-même, je suis pas honnête avec moi? Fait que j'aime mieux vivre debout que mourir à genoux à faire des affaires dans le même, 100%. Puis là, avoir on va appeler ça, cette nouvelle personne-là que tu es devenue, que tu continues de devenir, etc. Est-ce que tu as moins cette mentalité-là, peut-être all-in? Bien, en fait, il y a bien des affaires, puis il faut comprendre. Il y a deux textes, il y a deux thèmes dans ta question, là. Il y a la nouvelle personne, puis le all-in, là. Fait que premier thème à régler, c'est que je suis pas une nouvelle personne. Je suis un Pokémon. Je suis l'évolution de ce que j'ai été. Tu m'as pris au dépourvu, là. C'est ça que je suis. Non. La meilleure version de toi-même, c'est un Pokémon. Mais non, mais Chris, t'as déjà écouté Pokémon. Of course. Bon, Bulbasaur, il devient de quelque chose à maner, Pikachu a une évolution, Evoli a 52 d'elle-même. C'était une belle image, ironiquement, de genre l'humain. Un humain, si je rencontre un humain, puis des fois ça m'arrive, je rencontre une personne, ça fait 3 ans que je l'ai pas vue, elle me raconte les mêmes rengaines, puis elle est à la même place, ça fait comme un big. Il est temps que le Pokémon évolue, là, man. Oui. Tu comprends? On est encore à chenille, là. Il y a eu le papillon, là. Fait que, tu sais, mais puis là, je ne peux plus te parler parce que moi, je suis rendu ailleurs. Fait que moi, je suis une évolution de moi-même. Tu sais, c'était dans moi le social que je fais là, puis ce que je fais là, puis je pourrais l'expliquer, mais tu sais, c'était ça. À ce temps, pour la deuxième portion de la question qui est, rappelle-moi là. All-in. Le contexte de se crisser all-in, puis d'être au bout de la corde. Tu sais, j'ai 5 enfants. Il y a un moment donné où quand tu as ton petit cul à gérer, puis que ça te tente de vivre, puis manger des ramen, puis le kit, tu fais comme ça, c'est chill. Mais quand tu as des enfants, tu as une responsabilité qui est de voir ce que les autres, ils soient bien. Ouais.
Puis j'ai un ami, je vais en parler ici, Charlotte, il s'appelle Anthony Thériault. Il est en train de monter un projet. Il a fait l'Institut québécois du logement. Puis là, il y a eu une révélation. Puis là, il veut bâtir 340 logements pour les familles. Puis lui, son narratif, c'est de dire, ben moi, dans le fond, en réalité, moi, je veux pas être... je veux que les enfants ne subissent pas le stress des parents dans une crise comme là. Parce que l'enfant, lui, il sait pas, il fait juste subir. Moi, ça m'est à faire. Aujourd'hui, me remettre en ligne puis mettre ma position financière de façon précaire, je suis prêt à le faire, là. Je veux dire, j'ai des streams qui me permettent de jouer à des places puis d'étirer dans des entreprises. On prend des décisions d'entreprise. Est-ce que je gère bien le risque? Oui. Je suis un bon risk-taker. Mais de me mettre en ligne, non. Plus là. C'est plus le temps de le faire. Puis si tu m'écoutes puis tu as une famille, fais-le pas. Ouais. Genre, parce que tu vas impacter beaucoup de monde. C'est un flip de coin, c'est la roulette russe. Ouais. Quand tu as juste toi à gérer, toi puis ta blonde, on s'en crisse. Quand tu as genre une famille, là, man, moi j'en ai vu du monde là, être ses genoux, puis tu fais comme il, là, OK, là, on a un vrai problème. Là. Ouais. Fait que tu serais pas supposé de te mettre tout le temps en ligne, à part si tu veux faire des gros gains. Mais si tu fais les choses intelligemment, techniquement, ça n'arrivera pas. C'est ça, je suis content. Tu as comme dit la réponse que je m'attendais que tu dises, mais comme parce que j'ai exactement la même pensée. J'ai 2 enfants. Fait que c'est la même chose. Puis on parlait tantôt un petit peu, tu sais, le endgame. Moi, je le vois des fois un peu comme le why. T'sais, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Exactement. Mais j'en avais aucune idée avant. Maintenant, il y a les enfants. T'sais, oui, c'est large, mais tu te dis pourquoi tu travailles autant quand tu es quelqu'un de conservateur, qui n'a pas des gros luxes ou des affaires. Quand tu as des enfants, ce que je vais parler pour moi, ça a tout fait du sens, en tout cas. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu te dis, moi, je veux qu'il y ait ça. Moi, je veux qu'il y ait... Ouais. Tu sais, je paye pour une éducation supérieure. Bon, écoute, on veut faire des activités. On veut faire... Tu sais, ça devient plus juste toi. C'est que tu as mis des gens au monde, puis tu veux qu'ils soient des bonnes personnes, puis qu'ils aient une belle vie, une belle enfance. Puis c'est pas monétaire, avoir une belle vie, une belle enfance. J'habitais dans une maison mobile, j'ai une belle enfance. Tu comprends? Mais... Est-ce que ce stress-là, il y a une différence? Puis aussi, le all-in, c'est vraiment de... le all-in d'un entrepreneur, là, tu t'es all-in. Oui. C'est un coup de dé. Là, tu joues au blackjack. Là, c'est pour ça. Je le vois comme des... Pas juste monétaire, je le vois comme leur offrir des opportunités. Leur offrir la chance de, tu sais, du temps, du sport, des trucs que peut-être que mes parents pouvaient pas nous offrir en termes de 9 to 5, dans le trafic matin et soir. Ils peuvent pas aller au hockey le soir parce que c'est too late. Là, on est capable de leur amener une opportunité différente parce qu'on a un lifestyle ou oui, assez d'argent pour prendre des décisions. Moi, c'est le même que je le vois en tout cas pour mes enfants. Moi, je pense que le plus beau cadeau qu'un entrepreneur peut offrir à son enfant en faisant des affaires, c'est du headspace. Puis ça... Qu'est-ce que tu faisais? Moi, je suis une personne qui est dans mes affaires, dans ma tête. Puis quand tu es entrepreneur, il existe un moment donné où c'est comme si, puis moi je l'ai déjà vécu, puis c'est un combat quotidien, c'est comme si ton environnement alentour, là, c'est comme s'il y avait un bruit assourdissant. Puis c'est comme s'il n'était plus là. Puis ça, c'est le défi de tous les entrepreneurs. Tu sais, c'est le gars qui est dans le 9 à 5 aussi, le vit. Go, 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 on les habille le matin, maman travaille, papa travaille, trafic, go, garderie. T'es malade, écris pas aujourd'hui, ma fille. Là, demain, tu seras malade. Vite, arrive à la garderie, asti, il manque de quoi à l'école, tabarnak, il mangera sa sandwich demain. Là, non, pas moi, mais ça, c'est le 9 à 5. Le 9 à 5 est fait de même. Là, et le soir, go, 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 on vient, trafic, Laval, le pogne de 3-4 ponts, 6 bois, t'arrives chez vous, il est 7 h. Ouais. T'arrives chez vous, 7 h, ton enfant veut te parler. Hey, big, ça va être demain, là. Fait que ça, c'est un des enjeux du 9 à 5. Dans l'entrepreneuriat, il existe ça aussi. Parce que même si tu travailles peu, c'est tellement intense que des fois, t'es comme, il faut que tu sois fucking concentré. Puis là, il y a quelqu'un qui vient te reach à côté parce qu'il a fait un dessin d'un chat. Puis lui, dans son univers ou dans son petit monde, c'est big. Ouais. Puis là, toi, man, t'es en train de négocier un deal. Puis là, t'es comme, le dessin de chat ou le deal? Tu sais, là, puis là, c'est incroyable. Puis là, tu te dis, non, mais c'est important, ça. Oui. Parce que tu te dis, ce qui prime pour vrai en ce moment, c'est le dessin du chat. Ouais. Tu comprends? Parce qu'elle, elle sent calice que t'es en train de signer un deal. Puis tu sais quoi? Elle a raison. Ouais. Parce que il y a du temps prédéfini qui devrait être fait. Fait que le plus gros gain, le plus grand transfert de connaissances, le plus bel exemple que tu peux donner, c'est réussir à faire une conjugaison entre ton travail puis ta famille,
Puis la façon de le faire, c'est d'offrir du headspace à tes enfants. Puis quand je dis ça, je me parle à moi-même. I love it. Ben, c'est du work in progress, hein. On va dire, la prolongation de ma main, mon sel, mes affaires, comme... À ça, je l'ai dit, ce soir, il n'y a pas de téléphone. C'est ça. Cette semaine, j'ai été un petit peu trop dessus, un petit peu trop de temps de travail, pris des lives le soir, je ne devrais pas le faire. Puis là, comment tu débosses? Comment tu débosses de... Il y a aussi l'espèce de tu sais, t'arrives chez vous, Chris, man, t'es grindé bien dur. Là, si tu shakes là, quasiment, même si tu veux. Le dessin de chat, tu te le fais montrer, mais c'est pas dire que tu le computes. Là, Puis là, c'est un travail sur toi-même. J'ai la chance dans ma blonde qui me donne un Chris de coup de main, qui m'explique, puis tu sais, qu'est-ce qu'est l'attention, qu'est-ce qu'il devrait avoir, puis le kit. Puis c'est un travail, la parentalité. 100%. Quand on parle ici de le moment où tu es allé parler à l'administration municipale de la ville de Saint-Jean, est-ce qu'on parle au niveau du quartier que tu as acheté ou c'est... Mais moi, il y a un switch un moment donné que j'ai fait à dire, quand que j'ai fait mon switch, puis que j'ai décidé que je voulais plus faire de flip avec ce quartier-là, que je voulais créer un des plus gros quartiers en abordabilité au Canada, un moment donné, j'ai fait comme, OK, j'ai acheté tous des immeubles qu'une ville ne voudrait pas acheter, qu'un investisseur ne voudrait pas acheter. J'ai embarqué du monde là-dedans. Là, tu es comme, OK, là, c'est le temps que il y a une opération de bonne foi aussi de la communauté. Puis la communauté, elle est représentée par des gens. Ouais. Puis ces gens-là, c'est à eux autres que tu dois t'adresser. Okay. À dire, là, on veut tout ça, nous autres. Moi, je le veux, là, mais je suis tout seul à le vouloir, là. Parce que, tu sais, les entrepreneurs, des fois, ils sont là-dedans, là. Ils te créent un beau produit que personne ne veut. Ouais. Mais, finalement, il n'y a pas de marché, ça veut dire qu'il n'y a pas ça, t'sais. Moi, je savais en 2021 que la crise du logement s'en venait. C'était écrit dans le ciel. Okay. Les indicateurs marquaient tout ça. Là, le Titanic, là, on était dedans en 2021. Puis les Mayday étaient déjà lancés, puis tous les signaux étaient là. Puis c'était facile de les voir. On regardait le monde qui était dans la rue qui s'en venait. Si les gens auraient été plus connectés avec ce qui se passait sur le terrain, peut-être même qu'on aurait pu prendre ça plus rapidement en amont. Mais c'était pas ça le buzzword. Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai été voir la municipalité, j'ai dit, est-ce qu'on veut ça, nous autres? Puis encore aujourd'hui, on est là-dedans à se poser la question, est-ce que c'est ça que vous voulez? Parce que ça, c'est un game changer. Ouais. En ce moment, le Québec est en train de faire un virage. On est dans une société où on est imprégné d'une culture européenne parce qu'on est les seuls francophones coast to coast à être dans notre identité nationaliste. On est tiraillé à chaque jour entre le capitalisme et le socialisme. Fait qu'on est très centraux dans nos idées. Okay. Puis comme une personne, je ne sais pas si tu crois au signe astrologique, on serait des balances. Okay. On est comme tout le temps, on veut pas trop déranger. Ça se fait, OK, on le fait. Ça existe, on le fait. Oui, il y en a qui gagnent un peu d'argent, on les applaudit discrètement. Mais d'un autre côté, quand ils sont pas là, on pourrait leur faire tomber. Puis de l'autre bord, on regarde les pauvres et on les juge un peu. T'sais. Fait qu'on est très centraux dans notre façon d'agir. Puis actuellement, ce que ça a fait, c'est que nos décisions sont dures à prendre. Parce que si on serait à Toronto, si on serait aux États-Unis, on s'en calisserait. Tu comprends? Si on serait à Vienne, si on serait genre à Copenhague, on serait complètement ailleurs. Okay. Hein, j'ai parlé avec un ami qui fait partie d'une firme d'architecture en Suisse, en Suède, excuse-moi, à Stockholm. On a bâti une tour là-bas. Logement social, c'est... Le logement social, là, ça dit que ça appartient... Eux autres, ça fait partie des mœurs que ça n'appartienne pas à des propriétaires. Il dit ici, il y a des logements à 4 000 $ par mois. Mais ça appartient à une association, qui est l'équivalent d'une OBNL, à une coopérative ou quelque chose de genre. Le concept du propriétaire unique, c'est quelque chose qui est très américain. Okay. Fait que, puis nous, on est collés sur nos cousins. Fait que, tu sais, on a comme notre culture francophone, notre culture européenne, qui est saupoudrée tout le temps, puis qu'on est là-dedans, mais on est collé avec les principes de l'autre bord. Ben ouais. Fait qu'on tergiverse tout le temps. Ça va prendre du temps avant qu'on soit capable de remonter parce que c'est des prises de position. Puis au Québec, à cause de ces deux mentalités-là, on avance moins vite. Ben oui. Ce qui fait notre unicité en même temps. Mais ce qui fait qu'actuellement, on est capable d'identifier qu'on a un problème plus que les autres provinces. On est capable d'identifier qu'il faut régler ça d'une autre façon. Puis qu'on le fait, on a les discussions. Puis je sais parce que je fais des interventions ailleurs qu'au Québec, puis je le vois, la situation. Mais ici, on a quand même la misère de faire comme « OK, go, Chris, on y va. Ouais. » Tu sais, là, c'est ça. Là, c'est là. Okay. C'est là, puis c'est tout de suite, puis c'est maintenant, puis c'est comme ça. Parce qu'encore une fois, ça va être très droit si on fait ça. T'sais.
alors que c'est ça qu'il faut faire. OK. Je pense qu'on peut terminer, puis ça nous mène à cette fin de discussion-là, à savoir tout ça, qu'est-ce qu'on a discuté pour mener un petit peu à l'Institut du logement, l'Institut québécois du logement. Moi, quand tu me dis ça, évidemment, je connais pas ça. T'en es où avec ça? C'est quoi exactement? Ben, quand j'ai changé mon fusil d'épaule à Saint-Jean, puis que je me suis dit, je veux plus flipper un quartier. Je veux faire une différence. Je veux faire partie de la solution. Je me suis mis à gratter, puis à faire des appels, puis à comprendre. Puis là, je me suis rendu compte à quel point que juste qu'est-ce qu'il y avait sur le marché de disponible comme information, un peu comme dans les flips, c'était anémique. Genre, il y avait peu de consistance, c'était des brides, c'était léger, il n'y avait pas de profondeur. Puis je me suis dit, là, socialement, on est tous dans le même bateau. Là. Puis moi, j'ai un centre en itinérance, fait que je possède la bâtisse, il y a un opérateur qui est un OSBL, mais je suis là quasiment tous les jours, là, je vois ce qui se passe. Ouais. Fait comme là, ça s'additionne, là. C'est la boule de neige, là, grossit. Tu fais comme ça, c'est le symptôme, là. Ça, c'est ici, là, de ce qui se passe, là. Fait qu'au final, je me suis dit, là, je vais faire mon quartier à Saint-Jean, je vais le faire en logement hors marché spéculatif. Mais je veux aussi dire que toutes les étapes que j'ai franchies, que je vais franchir, je vais être capable de les montrer aux gens. Okay. Puis, ce qu'on enseigne à l'Institut québécois du logement, c'est comment créer du logement, qu'il soit hors marché spéculatif ou en marché traditionnel. Mais encore là, dans le marché traditionnel, il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de déconstruction qu'on fait dans l'esprit des gens quand on leur enseigne, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi un tri, ils ne savent pas c'est quoi du rendement, ils ne comprennent pas c'est quoi le concept de l'investissement. Pourtant, c'est tous des millionnaires. Là. Puis ils ont toutes des portes, mais tu fais comme, OK, il était temps qu'il y ait une organisation qui se mette en place pour dire, voici les bonnes pratiques. Ouais. Puis ça fait partie aussi de l'échec de l'immobilier au Québec actuellement, de pourquoi qu'on est là. Parce que les bonnes pratiques n'ont pas vraiment été enseignées. On a enseigné aux gens à acheter des immeubles. On ne les a pas enseignés à gérer des humains puis à s'occuper de bâtiments. On ne leur a pas montré encore moins à bâtir puis encore moins à ajouter des logements. Fait que je me suis dit, ça va être ça ma mission à travers ce projet-là. Fait que 2 ans et demi plus tard, la fermeture de Flip Academy, avec tout ce que je fais là actuellement, ça s'imbriquait parfaitement dans cette trajectoire-là. Puis j'ai créé l'Institut québécois du logement. Et tu vois, pas plus tard qu'hier, mon premier bébé est sorti. Un de mes étudiants va déposer un projet pour 340 unités. Ce gars-là n'aurait jamais fait ça avant. Est-ce qu'il faut absolument avoir de l'argent pour se mettre là-dedans? Tu comprends ce que je veux dire dans le sens où... Écoute, la question que tu poses est intéressante, mais ça ne s'applique pas juste à l'immobilier. Est-ce que le fait d'avoir de l'argent, ça amène à des projets? Non. Est-ce que le fait d'avoir des idées, ça amène à une business? Non. OK? Puis ça, c'est important de le savoir parce qu'une bonne idée va trouver de l'argent. L'argent va toujours trouver des bonnes idées. Ouais. Mais est-ce que demain matin, partir en immobilier, sans avoir de l'argent, te payer, te former, sans avoir être capable d'avoir des trucs, sans avoir une mise de fonds, il y a une question de crédibilité. Effectivement, qu'il existe du monde qui ont du temps puis du monde qui ont de l'argent. Fait que si tu es intelligent et tu as du temps, techniquement, tu es capable de trouver de l'argent parce que les gens veulent utiliser ton temps et ton intelligence pour faire du rendement. On ne se comptera pas d'histoire. C'est le concept du monde qui finance des chaires de recherche. Assez facile à comprendre. Ouais. Je compare ça à ça. Fait que est-ce que c'est possible de faire de l'immobilier sans $0? Je créerais que c'est un monde de licorne. Est-ce que c'est capable de le faire avec un peu d'argent ou des stratégies ou un bond alentour que tu es capable de pouler? Probablement oui. Okay. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'argent aujourd'hui, ça ouvre la porte à faire des gros changements? Assurément. Ouais, c'est ça. C'est intéressant parce que quand même, justement, je vais encore me prendre comme exemple, moi qui démarre dans ce merveilleux monde qu'est l'immobilier-là, je pars avec des choses, je pars avec une nouvelle compagnie de gestion, avec un premier... j'ai perdu le mot, là, ton premier dépôt que tu as donné, ton... mise de fonds. Merci beaucoup. Astronomique dès le départ. Fait que tu te dis, bon, ben c'est ça l'immobilier. Pour moi, pour commencer comme ça, il faut que je sorte énormément d'argent. Ce qui est faux. Ce qui est faux en soi, c'est en fait, il y a 1 million de façons de faire l'immobilier avec du partenariat. En fait, c'est que dans les 4 dernières années, le spectre immobilier a changé complètement. Aujourd'hui, travailler sans partenaire, c'est quasi impossible.
Fait qu'aujourd'hui, on a, à cause du marché, à cause des taux d'intérêt, on a corporativé, je sais pas si ça se dit, là. Ça se dit bien. On a corporativé, je le répète, on me citera là-dedans un jour, le milieu de l'immobilier. Aujourd'hui, il faut que tu fasses de la finance corporative à travers ton immobilier. Ouais. C'est plus juste d'avoir 5 000 dans ton compte, flipper ça. C'est plus complexe que ça. Que tu fasses même juste de l'achat bien standard, comme tu viens de le nommer. Moi, j'ai un triplex avec un commercial, j'ai une crise de grosse mise de fonds. C'était ça le meilleur rendement que tu peux avoir sur ton cash? Probablement pas. Est-ce qu'il y a des manières de le faire? Assurément. Parce qu'à the end of the day, c'est un produit financier, l'immobilier. On habite dedans, mais le véhicule en arrière, c'est un produit financier. Puis là où c'est important, je pense, de réfléchir à ça, c'est qu'on a vu ça tellement comme un produit qu'on a oublié le fait qu'on marchandise le besoin des gens. Ouais. Puis ça, c'est la grosse prise de conscience qu'on doit faire en disant maintenant, il faut être au service de ce besoin-là, et non le contraire. Je sais que pour beaucoup, c'est tout le temps un domaine qui semble inaccessible. C'est vraiment quelque chose, on dirait, autant d'un point de vue notion que d'un point de vue financier. Puis c'est des discussions que j'ai régulièrement avec des gens, soit en affaires ou juste quelqu'un qui... Tout le monde, il va un petit duplex, un petit quelque chose, puis ça a l'air d'être, faut que tu achètes ça quand tu as 50 ans, tu es sur le bord de la retraite, puis... Bien, il y a aussi beaucoup de formateurs, puis ça a été décrié, qu'ils complexifient ça. Je veux dire, un moment donné, tu sors des mots de 4 pieds de long, puis quel gars, en bas, il fait un tabarnak. On va continuer à poser du bardeau, moi, là. Mais au final, ces gens-là peuvent être accompagnés, puis ont ces capacités d'en faire là. Ouais. C'est juste qu'il y a une stratégie marketing de complexifier les choses pour te dire, moi, j'ai une solution à tout ce qui est complexe. Ouais. L'immobilier, c'est pas super complexe dans un premier temps. À cette heure, si tu veux franchir des étapes, je considère ça comme l'église de scientologie. À la fin, tu vas prendre ton extraterrestre. Mais tu vas grandir là-dedans pour arriver à dire, OK, il y a des niveaux. Est-ce que c'est supposé être compliqué? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui se mettent en place un paradigme pour que ça le soit? Oui. Okay. Est-ce que tout le monde peut le faire? Non. Puis même des gens qui ont de l'argent, il y a beaucoup de gens, je fais comme, tu ne devrais pas y aller. La journée que tu commences à crier après ton client, qui est ton locataire, tu te dis, tu devrais peut-être pas avoir d'immeuble. Si tu aurais un dépanneur et tu envoierais chez tout le monde qui rentre, tu n'en vendrais plus des 4x4. Ouais. Fait que c'est juste que dans l'immobilier actuellement, il y a un rapport de force qui est malheureusement là. Merci beaucoup, JF. C'était vraiment super intéressant. Merci à toi pour l'invitation. Merci encore une fois. Pour les gens à la maison, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Laissez-nous un petit commentaire aussi, on les lit tout le temps au complet. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Ordinaire. Bye, guys. Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très, très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite, vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.